et franchement cochon. Enfin, si décousu, qu'on ne savait plus par où le prendre pour le continuer. L'un après l'autre, mes convives y renoncèrent et s'endormirent, et le ronflement les accabla, dégoûtant sommeil qui leur raclait les profondeurs du nez. C'était le moment ou jamais de disparaître. Il ne faut pas laisser passer cette trêve de cruauté qu'impose malgré tout la nature aux organismes les plus vicieux et les plus agressifs de ce monde. Nous étions ancrés, à présent, à très petite distance de la côte. On n'en apercevait que quelques lanternes oscillantes le long du rivage. Tout le long du bateau vinrent se presser très vite 100 troublantes pirogues chargées de nègres braillards. Ces noirs assaillirent tous les ponts pour offrir leur service. En peu de secondes, je portais à l'escalier de départ mes quelques paquets préparés furtivement et filai à la suite d'un de ces bateliers, dont l'obscurité me cachait presque entièrement les traits et la démarche. Au bas de la passerelle, et au ras de l'eau clapotante, je m'inquiétais de notre destination. « Où sommes-nous » demandai-je. « À Bambola-Forgono » me répondit cette ombre. Nous nous mîmes à flotter librement, à grands coups de pagaie. Je l'aidai pour qu'on aille plus vite. J'eus encore le temps d'apercevoir une fois encore, en m'enfuyant, mes dangereux compagnons du bord. À la lueur des falots d'entrepont, écrasés enfin d'hébétude et de gastrite, ils continuaient à fermenter en grognant à travers leur sommeil. Repus, vautrés, ils se ressemblaient tous à présent, officiers, fonctionnaires, ingénieurs et traitants, boutonneux, bedonnants, olivâtres, mélangés, à peu près identiques. Les chiens ressemblent aux loups quand ils dorment. Je retrouvai la terre peu d'instants plus tard et la nuit, plus épaisse encore sous les arbres, et puis derrière la nuit, toutes les complicités du silence. Dans cette colonie de la Bambola Bragamance, au-dessus de tout le monde, triomphait le gouverneur. Ses militaires et ses fonctionnaires osaient à peine respirer quand ils daignaient abaisser ses regards jusqu'à leur personne. Bien au-dessous encore de ces notables, les commerçants installés semblaient voler et prospérer plus facilement qu'en Europe. Plus une noix de coco, plus une cacahuète sur tout le territoire qui échappa à leur rapine. Les fonctionnaires comprenaient, à mesure qu'ils devenaient plus fatigués et plus malades, qu'on s'était bien foutu d'eux en les faisant venir ici, pour ne leur donner en somme que des galons et des formulaires à remplir, et presque pas de pognon avec. Aussi louchaient-ils sur les commerçants. L'élément militaire, encore plus abruti que les deux autres, bouffait de la gloire coloniale et pour la faire passer beaucoup de quinine avec, et des kilomètres de règlement. Tout le monde devenait, ça se comprend bien, à force d'attendre que le thermomètre baisse, de plus en plus vache. Et les hostilités particulières et collectives duraient interminables et saugrenues entre les militaires et l'administration, et puis entre cette dernière et les commerçants, et puis encore entre ceux-ci alliés temporaires contre ceux-là, et puis de tous contre le nègre, et enfin des nègres entre eux. Ainsi, les rares énergies qui échappaient au paludisme, à la soif, au soleil, se consumaient en haine si mordante, si insistante, que beaucoup de colons finissaient par en crever sur place, empoisonnés d'eux-mêmes, comme des scorpions. Toutefois, cette anarchie bien virulente se trouvait renfermée dans un cadre de police hermétique, comme les crabes dans leur panier. Ils bavaient en vain les fonctionnaires, et le gouverneur trouvait d'ailleurs à recruter pour maintenir sa colonie en obédience tous les miliciens miteux dont il avait besoin, autant de nègres endettés que la misère chassait par milliers vers la côte, vaincus du commerce, venus à la recherche d'une soupe. On leur apprenait à ces recrues le droit et la façon d'admirer le gouverneur. Il avait l'air, le gouverneur, de promener sur son uniforme tout l'or de ses finances, et avec du soleil dessus, c'était à ne pas y croire, sans compter les plumes. Il s'envoyait Vichy chaque année, le gouverneur, et ne lisait que le journal officiel. Nombre de fonctionnaires avaient vécu dans l'espérance qu'un jour ils coucheraient avec leurs femmes, mais le gouverneur n'aimait pas les femmes. Il n'aimait rien. À travers chaque nouvelle épidémie de fièvre jaune, le gouverneur survivait comme un charme, alors que tant parmi les gens qui désiraient l'enterrer crevaient, eux, comme des mouches à la première pestilence. On se souvenait qu'un certain 14 juillet, alors qu'il passait devant le front des troupes de la résidence, caracolant au milieu des spahis de sa garde, seul en avant d'un drapeau grand comme ça, certain sergent que la fièvre exaltait sans doute, se jeta au-devant de son cheval pour lui crier « Arrière, grand cocu !» Il paraît qu'il fut fort affecté, le gouverneur,
par cette espèce d'attentat, qui demeura d'ailleurs sans explication. Il est difficile de regarder en conscience les gens et les choses des tropiques, à cause des couleurs qui en émanent. Elles sont en ébullition, les couleurs et les choses. Une petite boîte de sardines ouverte en plein midi sur la chaussée projette tant de reflets divers qu'elle prend pour les yeux l'importance d'un accident. Faut faire attention. Il n'y a pas là-bas que les hommes d'hystériques. Les choses aussi s'y mettent. La vie ne devient guère tolérable qu'à la tombée de la nuit. Mais encore l'obscurité est-elle accaparée presque immédiatement par les moustiques en essaim. Pas 1, 2 ou 100, mais par billions. S'en tirer dans ces conditions-là devient une œuvre authentique de préservation. Carnaval le jour, écumoire la nuit, la guerre en douce. Quand la case où l'on se retire, et qui a l'air presque propice, est enfin devenue silencieuse, les termites viennent entreprendre le bâtiment, occupés qu'ils sont éternellement les immondes, à vous bouffer les montants de la cabane. Que la tornade arrive alors dans cette dentelle traîtresse, et des rues entières seront vaporisées. La ville de Fort Gonneau où j'avais échoué apparaissait ainsi, précaire capitale de la Bragamance, entre mer et forêt, mais garnie, ornée cependant de tout ce qu'il faut de banques, de bordels, de cafés, de terrasses, et même d'un bureau de recrutement, pour en faire une petite métropole, sans oublier le square Faidherbe et le boulevard Bugeaud pour la promenade, ensemble de bâtisses rutilantes au milieu des rugueuses falaises, farcies de larves et trépignées par des générations de garnisaires et d'administrateurs dératés. L'élément militaire, sur les 5 heures, grondait autour des apéritifs, liqueur dont les prix, au moment où j'arrivais, venaient précisément d'être majorés. Une délégation de clients allait solliciter du gouverneur la prise d'un arrêt pour interdire aux bistrots d'en prendre ainsi à leur aise avec les prix courants de la mominette et du cassis. À entendre certains habitués, notre colonisation devenait de plus en plus pénible à cause de la glace. L'introduction de la glace aux colonies, c'est un fait, avait été le signal de la dévirilisation du colonisateur. Désormais soudé à son apéritif glacé par l'habitude, il devait renoncer, le colonisateur, à dominer le climat par son seul stoïcisme. Les Faidherbe, les Stanley, les marchands, remarquons-le en passant, ne pensèrent que du bien de la bière, du vin et de l'eau tiède et bourbeuse qu'ils burent pendant des années sans se plaindre. Tout est là. Voilà comment on perd ses colonies. J'en appris encore bien d'autres à l'abri des palmiers qui prospéraient par contraste d'une sève provocante. Le long de ces ruaux demeures fragiles. Seule cette crudité de verdure inouïe empêchait l'endroit de ressembler tout à fait à la Garenne Beson. Venue la nuit, la retape indigène battait son plein entre les petits nuages de moustiques besogneux et lestés de fièvre jaune. Un renfort d'éléments soudanais offrait aux promeneurs tout ce qu'ils avaient de bien sous les pagnes. Pour des prix très raisonnables, on pouvait s'envoyer une famille entière pendant 1 heure ou 2. J'aurais aimé vadrouiller de sexe en sexe, mais force me fut de me décider à rechercher un endroit où on me donnerait du boulot. Le directeur de la compagnie bordurière du Petit Congo cherchait, m'assura-t-on, un employé débutant pour tenir une de ses factories de la brousse. J'allais sans plus tarder lui offrir mes incompétents mais empressés services. Ce ne fut pas une réception enchantée qu'il me réserva le directeur. Ce maniaque, il faut l'appeler par son nom, habitait non loin du gouvernement un pavillon spacieux, monté sur bois et paillote. Avant même de m'avoir regardé, il me posa quelques questions fort brutales sur mon passé. Puis, un peu calmé par mes réponses toutes naïves, son mépris à mon égard prit un tour assez indulgent. Cependant, il ne jugea point convenable de me faire asseoir encore. « D'après vos papiers, vous savez un peu de médecine, » remarqua-t-il. Je lui répondis qu'en effet, j'avais entrepris quelques études de ce côté. « Ça vous servira alors ?» fit-il. « Voulez-vous du whisky ?» Je ne buvais pas. « Voulez-vous fumer ?» Je refusai encore. Cette abstinence le surprit. Il fit même la moue. « Je n'aime guère les employés qui ne boivent ni ne fument. Êtes-vous pédéraste par hasard ?»« Non ? Tant pis. Ces gens-là nous volent moins que les autres. Voilà ce que j'ai noté par expérience. Ils s'attachent. Enfin, voulut-il bien se reprendre, c'est en général qu'il m'a semblé avoir remarqué cette qualité des pédérastes, cet avantage. Vous nous prouverez peut-être le contraire. Et puis, enchaînant, vous avez chaud, hein? Vous vous y ferez. Il faudra vous y faire, d'ailleurs. Et le voyage? Désagréable, lui répondis-je.
Eh bien, mon ami, vous n'avez encore rien vu. Vous m'en direz des nouvelles du pays quand vous aurez passé 1 an à Bicomimbo, là où je vous envoie pour remplacer cet autre farceur. » Sa négresse, accroupie près de la table, se tripotait les pieds et se les récurait avec un petit bout de bois. « Va-t'en, boudin !» lui lança son maître. « Va me chercher le boy, et puis de la glace en même temps. » Le boy demandé arriva fort lentement. Le directeur, se levant alors, agacé, d'une détente, le reçut, le boy, d'une formidable paire de gifles et de 2 coups de pied dans le bas-ventre, et qui sonnèrent. « Ces gens-là me feront crever, voilà tout, » prédit le directeur en soupirant. Il se laissa retomber dans son fauteuil, garni de toile jaune, sale et détendu. « Tenez, mon vieux, » fit-il soudain, devenu gentiment familier, et comme délivré pour un temps par la brutalité qu'il venait de commettre, « passez-moi donc ma cravache et ma quinine, sur la table. Je ne devrais pas m'exciter ainsi. C'est idiot de céder à son tempérament. » De sa maison, nous dominions le port fluvial qui miroitait en bas, à travers une poussière si dense, si compacte, qu'on entendait les sons de son activité chaotique mieux qu'on en discernait les détails. Des files de nègres, sur la rive, trimaient à la chicotte, en train de décharger, cale après cale, les bateaux jamais vides, grimpant au long des passerelles tremblotantes et grêles, avec leurs gros paniers pleins sur la tête, en équilibre, parmi les injures, sorte de fourmis verticales. Cela allait et venait par chapelets saccadés à travers une buée écarlate. Parmi ces formes en travail, quelques-unes portaient en plus un petit point noir sur le dos. C'étaient les mères, qui venaient trimarder elles aussi les sacs de palmistes, avec leurs enfants en fardeau supplémentaire. Je me demande si les fourmis peuvent en faire autant. « N'est-ce pas qu'on se dirait toujours un dimanche ici ?» reprit en plaisantant le directeur. « C'est gai, c'est clair. Les femelles toujours à poil, vous remarquez ? Et des belles femelles, hein ? Ça fait drôle quand on arrive de Paris, n'est-ce pas ? Et nous autres donc ? Toujours en coutil blanc, comme au bain de mer, voyez-vous ? On n'est pas beau comme ça ? Des communiants, quoi. C'est toujours la fête ici, je vous le dis. Un vrai 15 août. Et c'est comme ça jusqu'au Sahara, vous pensez ? » Et puis, il s'arrêtait de parler, il soupirait, grognait, répétait encore 2 ou 3 fois « merde », s'épongeait et reprenait la conversation. « Là où vous allez pour la compagnie, c'est la pleine forêt, c'est humide. C'est à 10 jours d'ici. La mer d'abord, et puis le fleuve. Un fleuve tout rouge, vous verrez. Et de l'autre côté, c'est les Espagnols. Celui que vous remplacez dans cette factory, c'est un beau salaud, notez-le, entre nous. Je vous le dis. Il n'y a pas moyen qu'il nous renvoie ses comptes, ce fumier-là. Pas moyen, j'ai beau lui envoyer des rappels et des rappels. L'homme n'est pas longtemps honnête quand il est seul. Allez, vous verrez. Vous verrez cela aussi. Il est malade qui nous écrit. Je veux bien malade. Moi aussi je suis malade. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire malade ? On est tous malades. Vous aussi vous serez malade. Et dans pas longtemps par-dessus le marché. C'est pas une raison ça. On s'en fout qu'il soit malade. La compagnie d'abord. En arrivant sur place, faites son inventaire surtout. Il y a des vivres pour 3 mois dans sa factory, et puis des marchandises au moins pour 1 an. Vous n'en manquerez pas. Partez pas la nuit surtout. Méfiez-vous. Ces nègres à lui qu'il enverra pour vous prendre à la mer, ils vous foutront peut-être à l'eau. Il a dû les dresser. Ils sont aussi coquins que lui-même. Je suis tranquille, il a dû leur passer 2 mots aux nègres à votre sujet. Ça se fait par ici. Prenez donc votre quinine aussi, la vôtre, à vous, avec vous, avant de partir. Il est bien capable d'avoir mis quelque chose dans la sienne. Le directeur en avait assez de me donner des conseils, il se levait pour me congédier. Le toit au-dessus de nous, en tôle, paraissait peser 2000 tonnes au moins, tellement qu'elle nous gardait sur nous toute la chaleur, la tôle. On en faisait tous les 2 la grimace d'avoir si chaud. C'était à crever sans délai. Il ajouta « C'est peut-être pas la peine qu'on se revoie avant votre départ, Bardamu. Tout fatigue ici. Enfin, j'irai peut-être vous surveiller au hangar quand même, avant votre départ. On vous écrira quand vous serez là-bas. Il y a 1 courrier par mois. Il part d'ici, le courrier. Allons, bonne chance. » Et il disparut dans son ombre, entre son casque et son veston. On lui voyait bien distinctement les cordes des tendons du cou, derrière, arqués comme 2 doigts contre sa tête. Il s'est retourné encore une fois. « Dites bien à l'autre numéro qu'il redescende par ici en vitesse, que j'ai 2 mots à lui dire, qu'il perde pas de son temps en route. Ah, la carne. Faudrait pas qu'il crève en route, surtout. Ce serait dommage, bien dommage. Ah, le beau fumier. » Un nègre de son service me précédait avec la grande lanterne,
pour me mener vers l'endroit où je devais loger, en attendant mon départ pour ce gentil Bicomimbo promis. Nous allions au long des allées, où tout le monde avait l'air d'être descendu en promenade après le crépuscule. La nuit martelée de gongs était partout, toute coupaillée de chants rétrécis et incohérents comme le hockey, la grosse nuit noire des pays chauds, avec son cœur brutal en tam-tam qui bat toujours trop vite. Mon jeune guide filait souplement sur ses pieds nus. Il devait y avoir des Européens dans les taillis. On les entendait par là en train de vadrouiller, leur voix de blanc, bien reconnaissable, agressive, truquée. Les chauves-souris n'arrêtaient pas de venir voltiger, de sillonner parmi les essaims d'insectes que notre lumière attirait autour de notre passage. Sous chaque feuille des arbres devait se cacher un cri-cri au moins, à en juger par le potin assourdissant qu'ils faisaient tous ensemble. Nous fûmes arrêtés au croisement de deux routes, à mi-hauteur d'une élévation, par un groupe de tirailleurs indigènes qui discutaient auprès d'un cercueil posé par terre, recouvert d'un large et ondulant drapeau tricolore. C'était un mort de l'hôpital qui ne savait pas très bien où aller mettre en terre. Les ordres étaient vagues. Certains voulaient l'enterrer dans un des champs d'en bas. Les autres insistaient pour un enclos tout en haut de la côte. Fallait s'entendre. Nous eûmes ainsi, le boy et moi, notre mot à dire dans cette affaire. Enfin, ils se décidèrent, les porteurs, pour le cimetière d'en bas, plutôt que pour celui d'en haut, à cause de la descente. Nous rencontrâmes encore sur notre route 3 petits jeunes gens blancs de la race de ceux qui fréquentent le dimanche les matchs de rugby en Europe, spectateurs passionnés, agressifs et pâlots. Ils appartenaient, ici, employés comme moi, à la société Pordurière, et m'indiquèrent bien aimablement le chemin de cette maison inachevée où se trouvait, temporaire, mon lit démontable et portatif. Nous y partîmes. Cette bâtisse était exactement vide, sauf quelques ustensiles de cuisine et mon espèce de lit. Dès que je fus allongé sur cette chose filiforme et tremblante, 20 chauves-souris sortirent des coins et s'élancèrent en allées et venues bruissantes comme autant de salves d'éventail au-dessus de mon repos craintif. Le petit nègre, mon guide, revenait sur ses pas pour m'offrir ses services intimes. Et comme je n'étais pas en train ce soir-là, il m'offrit aussitôt, déçu, de me présenter sa sœur. J'aurais été curieux de savoir comment il pouvait la retrouver, lui, sa sœur, dans une nuit pareille. Le tam-tam du village tout proche vous faisait sauter, couper menu, des petits morceaux de patience. 1000 diligents moustiques prirent sans délai possession de mes cuisses, et je n'osais plus cependant remettre un pied sur le sol, à cause des scorpions et des serpents venimeux dont je supposais l'abominable chasse commencer. Ils avaient le choix, les serpents, en fait de rats. Je les entendais grignoter, les rats, tout ce qui peut l'être. Je les entendais au mur, sur le plancher, tremblant, au plafond. Enfin se leva la lune, et ce fut un peu plus calme dans la piaule. On n'était pas bien, en somme, aux colonies. Le lendemain vint quand même, cette chaudière. Une envie formidable de m'en retourner en Europe m'accaparait le corps et l'esprit. Il ne manquait que l'argent pour foutre le camp. Ça suffit. Il ne me restait d'autre part plus qu'une semaine à passer à Fort Gono avant d'aller rejoindre mon poste, à Bicomimbo, de si plaisante description. Le plus grand bâtiment de Fort Gono, après le palais du gouverneur, c'était l'hôpital. Je le retrouvais partout sur mon chemin. Je ne faisais pas 100 mètres dans la ville sans rencontrer un de ces pavillons, au relent lointain d'acide phénique. Je m'aventurais de temps en temps jusqu'au quai d'embarquement pour voir travailler sur place mes petits collègues anémiques que la compagnie Pordurière se procurait en France, par patronages entiers. Une hâte belliqueuse semblait les posséder de procéder sans cesse au déchargement et rechargement des cargos les uns après les autres. « Ça coûte si cher un cargo sur rade », qu'ils répétaient, sincèrement navrés, comme si c'était de leur argent qu'il se fût agi. Ils asticotaient les débardeurs noirs avec frénésie. Zélés, ils l'étaient, et sans conteste, et tout aussi lâches et méchants que zélés. Des employés en or, en somme, bien choisis, d'une inconscience enthousiaste à faire rêver. Des fils comme ma mère eût adoré en posséder un, fervent de leur patron, un pour elle toute seule, un dont on puisse être fier devant tout le monde, un fils tout à fait légitime. Ils étaient venus en Afrique tropicale, ces petits ébauchés, leur offrir leur viande, au patron, leur sang, leur vie, leur jeunesse, martyrs pour 22 francs par jour, moins les retenues, contents, quand même contents, jusqu'au dernier globule rouge guetté par le 10 millionième moustique. La colonie vous les fait gonfler ou maigrir, les petits commis, mais les gardes. Il n'existe que 2 chemins pour crever sous le soleil, le chemin gras et le chemin maigre, il n'y en a pas d'autre.
On pourrait choisir, mais ça dépend des natures, devenir gras ou crever la peau sur les os. Le directeur, là-haut sur la falaise rouge, qui s'agitait, diabolique avec sa négresse, sous le toit de tôle aux 10 000 kilos de soleil, n'échapperait pas lui non plus à l'échéance. C'était le genre maigre. Il se débattait seulement. Il avait l'air de dominer, lui, le climat. Apparence. Dans la réalité, il s'effritait encore plus que tous les autres. On prétendait qu'il possédait un plan d'escroquerie magnifique pour faire sa fortune en 2 ans. Mais il n'aurait jamais le temps de le réaliser, son plan. Même s'il s'appliquait à frauder la compagnie jour et nuit, 22 directeurs avaient déjà essayé avant lui de faire fortune, chacun avec son plan comme à la roulette. Tout cela était bien connu des actionnaires qui l'épiaient de là-bas, d'encore plus haut, de la rue Moncey à Paris, le directeur, et les faisait sourire. Tout cela était enfantin. Ils le savaient bien, les actionnaires, eux aussi, les plus grands bandits que personne, qu'il était syphilitique, leur directeur, et terriblement agité sous ces tropiques, et qu'il bouffait de la quinine et du bismuth, à s'en faire péter les tympans, et de l'arsenic, à s'en faire tomber toutes les gencives. Dans la comptabilité générale de la compagnie, ces mois étaient comptés au directeur, et comptés comme les mois d'un cochon. Mes petites collègues n'échangeaient point d'idées entre eux. Rien que des formules, fixées, cuites et recuites comme des croûtons de pensée. Faut pas s'en faire, qu'ils disaient. On les aura. L'agent général est cocu. Les nègres, faut les tailler en blague à tabac, etc. Le soir, nous nous retrouvions à l'apéritif, les dernières corvées exécutées, avec un agent auxiliaire de l'administration, Monsieur Tanderneau, qu'il s'appelait, originaire de La Rochelle. S'il se mêlait aux commerçants, Tanderneau, c'était seulement pour se faire payer l'apéritif. Fallait bien. Déchéance. Il n'avait pas du tout d'argent. Sa place était aussi inférieure que possible dans la hiérarchie coloniale. Sa fonction consistait à diriger la construction de routes en pleine forêt. Les indigènes y travaillaient sous la trique de ces miliciens, évidemment. Mais comme aucun blanc ne passait jamais sur les nouvelles routes que créait Tanderneau, et que d'autre part les Noirs leur préféraient aux routes leurs sentiers de la forêt, pour qu'on les repère le moins possible, à cause des impôts, et comme au fond elles ne menaient nulle part, les routes de l'administration à Tanderneau, alors elles disparaissaient sous la végétation fort rapidement, en vérité d'un mois à l'autre, pour tout dire. J'en ai perdu l'année dernière pour 122 kilomètres, nous rappelait-il volontiers, ce pionnier fantastique à propos de ces routes. Vous me croirez si vous voulez. Je ne lui ai reconnu pendant mon séjour qu'une seule forfanterie, humble vanité, à Tanderneau. C'était d'être lui le seul Européen qui puisse attraper des rhumes en Bragamance par 44 degrés à l'ombre. Cette originalité le consolait de bien des choses. Je me suis encore enrhumé comme une vache, qu'il annonçait assez fièrement à l'apéritif. Il n'y a que moi à qui ça arrive. Ce Tanderneau, quel type quand même, s'exclamaient alors les membres de notre bande chétive. C'était mieux que rien du tout, une telle satisfaction. N'importe quoi dans la vanité, c'est mieux que rien du tout. Une des autres distractions du groupe des petits salariés de la compagnie Port-Durière consistait à organiser des concours de fièvre. Ça n'était pas difficile, mais on s'y défiait pendant des journées. Alors ça passait bien du temps. Le soir venu, et la fièvre aussi, presque toujours quotidienne, on se mesurait. Tiens, j'ai 39. Dis donc, on t'en fait pas. J'ai 40 comme je veux. Ces résultats étaient d'ailleurs tout à fait exacts et réguliers. À la lueur des photophores, on se comparait les thermomètres. Le vainqueur triomphait en tremblotant. Je peux plus pisser tellement que je transpire, notait fidèlement le plus émacié de tous, un mince collègue, un ariégeois, un champion de la fébricité venu ici, me confia-t-il, pour fuir le séminaire, où il n'avait pas assez de liberté. Mais le temps passait, et ni les uns ni les autres de ses compagnons ne pouvaient me dire à quel genre d'original exactement appartenait l'individu que j'allais remplacer à Bicomimbo. C'est un drôle de type, m'avertissait-il, et c'était tout. Au début, à la colonie, me conseillait le petit ariégeois à la grande fièvre, faut faire valoir tes qualités. C'est tout l'un ou tout l'autre. Tu seras tout en or pour le directeur ou tout fumier. Et c'est tout de suite, remarque-le, que t'es jugé. J'avais bien peur d'être jugé en ce qui me concernait parmi les tout fumiers, ou pire encore. Ces jeunes négriers, mes amis, m'emmenèrent rendre visite à un autre collègue de la compagnie Port-Durière qui vaut d'être évoqué spécialement dans ce récit. Tenancier d'un comptoir au centre du quartier des Européens,
Moisi de fatigue, croulant, huileux, il redoutait toute lumière à cause de ses yeux, que 2 ans de cuisson ininterrompue sous les tôles ondulées avaient rendus atrocement secs. Il mettait, disait-il, une bonne demi-heure le matin à les ouvrir, et encore une autre demi-heure avant d'y voir un peu clair avec. Tout rayon lumineux le blessait. Une énorme taupe bien galeuse. Étouffer et souffrir était devenu pour lui comme un état second, voler aussi. On l'aurait bien désemparé si on l'avait rendu bien portant et scrupuleux d'un seul coup. Sa haine pour l'agent général directeur me semble encore aujourd'hui, à tant de distance, une des passions les plus vivaces qu'il m'ait été donné d'observer jamais chez un homme. Une rage étonnante le secouait à son égard, à travers sa douleur. Et à la moindre occasion, il enrageait énormément, tout en se grattant d'ailleurs de haut en bas. Il n'arrêtait pas de se gratter tout autour de lui-même, giratoirement pour ainsi dire, de l'extrémité de la colonne vertébrale à la naissance du cou. Il se sillonnait l'épiderme et le derme même, de rayures d'ongles sanglantes, sans cesser pour cela de servir les clients, nombreux, des nègres presque toujours, nus plus ou moins. Avec sa main libre, il plongeait alors, affairé, en diverses cachettes, et à droite et à gauche dans la ténébreuse boutique. Il en soutirait sans jamais se tromper, habile et prompt à ravir, très justement ce qu'il fallait aux chalands de tabac en branches puantes, d'allumettes humides, de boîtes de sardines et de mélasse à la grosse cuillère, de bière suralcoolique en canettes truquées qu'il laissait retomber brusquement si la frénésie le reprenait d'aller se gratter, par exemple, dans les grandes profondeurs de son pantalon. Il y enfonçait alors le bras entier, qui ressortait bientôt par la braguette, toujours entrebâillé par précaution. Cette maladie qui lui rongeait la peau, il lui donnait un nom local, Coro-Coro. Cette vache de Coro-Coro. Quand je pense que ce saligot de directeur ne l'a pas encore attrapé, le Coro-Coro, s'emportait-il? Ça me fait bien mal au ventre encore davantage. Il prendra pas sur lui le Coro-Coro. Il est bien trop pourri. C'est pas un homme, ce macro-là. C'est une infection. C'est une vraie merde. Du coup, toute l'assemblée éclatait de rigolade, et les nègres clients aussi, par émulation. Il nous épouvantait un peu, ce copain. Il avait un ami, quand même. C'était ce petit être poussif et grisonnant qui conduisait un camion pour la compagnie bordurière. Il nous apportait toujours de la glace, lui, volée, évidemment, par-ci, par-là, sur les bateaux à quai. Nous trinquâmes à sa santé, sur le comptoir, au milieu des clients noirs qui en bavaient d'envie. Les clients, c'étaient des indigènes assez délurés pour oser s'approcher de nous, les blancs, une sélection, en somme. Les autres, de nègres, moins dessalés, préféraient demeurer à distance. L'instinct. Mais les plus dégourdis, les plus contaminés, devenaient des commis de magasin. En boutique, on les reconnaissait, les commis nègres, à ce qu'ils engueulaient passionnément les autres noirs. Le collègue au Coro-Coro achetait du caoutchouc de traite, brut, qu'on lui apportait de la brousse, en sac, en boules humides. Comme nous étions là, jamais là de l'entendre, une famille de récolteurs, timides, vient se figer sur le seuil de sa porte. Le père en avant des autres, ridé, ceinturé d'un petit pagne orange, son long coupe-coupe à bout de bras. Il n'osait pas rentrer, le sauvage. Un des commis indigènes l'invitait pourtant. « Viens, bougnoule, viens voir ici. Nous y a pas bouffé sauvage. » Ce langage finit par les décider. Ils pénétrèrent dans la cagna cuisante au fond de laquelle tempêtait notre homme au Coro-Coro. Ce noir n'avait encore, semblait-il, jamais vu de boutique, ni de blanc peut-être. Une de ses femmes le suivait, yeux baissés, portant sur le sommet de la tête, en équilibre, le gros panier rempli de caoutchouc brut. D'autorité, les commis recruteurs s'en saisirent de son panier, pour peser le contenu sur la balance. Le sauvage ne comprenait pas plus le truc de la balance que le reste. La femme n'osait toujours pas relever la tête. Et les autres nègres de la famille les attendaient dehors, avec les yeux bien écarquillés. On les fit entrer aussi, enfants compris et tous, pour qu'ils ne perdent rien du spectacle. C'était la première fois qu'ils venaient comme ça, tous ensemble, de la forêt, vers les Blancs, en ville. Ils avaient dû s'y mettre depuis bien longtemps, les uns et les autres, pour récolter tout ce caoutchouc-là. Alors forcément, le résultat les intéressait tous. C'est long à suinter le caoutchouc dans les petits godets qu'on accroche au tronc des arbres. Souvent, on n'en a pas plein un petit verre en 2 mois. Pesée faite, notre gratteur entraîna le père, éberlué, derrière son comptoir, et avec un crayon lui fit son compte et puis lui enferma dans le creux de la main quelques pièces en argent. Et puis, va-t'en, qu'il lui a dit, comme ça, c'est ton compte. Tous les petits amis blancs s'entordaient de rigolade, tellement il avait bien mené son business. Le nègre restait planté penaud devant le comptoir avec son petit caleçon orange autour du sexe.
Toi, y a pas savoir argent? Sauvage alors, que l'interpelle pour le réveiller l'un de nos commis des brouillards, habitué et bien dressé sans doute à ces transactions péremptoires. Toi, y en a pas parlé français, dis? Toi, y en a gorille encore, hein? Toi, y en a parlé quoi, hein? Couscous? Mabilla? Toi, y en a couillon, Bushman, plein couillon. Mais il restait devant nous, le sauvage, la main refermée sur les pièces. Il se serait bien sauillé s'il avait osé, mais il n'osait pas. Toi, y en a acheté alors quoi avec ton pognon? Intervint le gratteur opportunément. J'en ai pas vu un aussi con que lui tout de même depuis bien longtemps, voulait-il bien remarquer. Il doit venir de loin, celui-là. Qu'est-ce que tu veux? Donne-moi-le, ton pognon. Il lui reprit l'argent d'autorité, et à la place des pièces, lui chiffonna dans le creux de la main un grand mouchoir très vert qu'il avait été cueillir finement dans une cachette du comptoir. Le père Nègre hésitait à s'en aller avec ce mouchoir. Le gratteur fit alors mieux encore. Il connaissait décidément tous les trucs du commerce conquérant. Agitant devant les yeux d'un des tout petits noirs enfants le grand morceau vert d'étamine. « Tu le trouves pas beau, toi ?» dit Morpion. « T'en as souvent vu comme ça ?» dit ma petite mignonne. « Dis ma petite charogne, dis mon petit boudin des mouchoirs. » Et il le lui noua autour du cou d'autorité, question de l'habiller. La famille sauvage contemplait à présent le petit orné de cette grande chose en cotonnade verte. Il n'y avait plus rien à faire puisque le mouchoir venait d'entrer dans la famille. Il n'y avait plus qu'à l'accepter, le prendre et s'en aller. Tous se mirent donc à reculer lentement, franchir la porte, et au moment où le père se retournait, en dernier, pour dire quelque chose, le commis le plus dessalé qui avait des chaussures le stimula, le père, par un grand coup de botte en plein dans les fesses. Toute la petite tribu, regroupée, silencieuse, de l'autre côté de l'avenue Faidherbe, sous le magnolier, nous regarda finir notre apéritif. On aurait dit qu'ils essayaient de comprendre ce qui venait de leur arriver. C'était l'homme du Coro qui nous régalait. Il nous fit même marcher son phonographe. On trouvait de tout dans sa boutique. Ça me rappelait les convois de la guerre. Au service de la compagnie bordurière du Petit Togo, besognait donc en même temps que moi, je l'ai dit, dans ses hangars et sur ses plantations, grand nombre de nègres et de petits blancs dans mon genre. Les indigènes, eux, ne fonctionnent guère en somme qu'à coups de trick. Ils gardent cette dignité, tandis que les blancs, perfectionnés par l'instruction publique, ils marchent tout seuls. La trique finit par fatiguer celui qui la manie, tandis que l'espoir de devenir puissant et riche, dont les blancs sont gavés, ça ne coûte rien, absolument rien. Qu'on ne vienne plus nous vanter l'Égypte et les tirer en tartare. Ce n'étaient ces antiques amateurs que petits margoulins prétentieux dans l'art suprême de faire rendre à la bête verticale son plus bel effort au boulot. Ils ne savaient pas, ces primitifs, l'appeler monsieur, l'esclave, et le faire voter de temps à autre, ni lui payer le journal, ni surtout l'emmener à la guerre pour lui faire passer ses passions. Un chrétien de 20 siècles, j'en savais quelque chose, ne se retient plus. Quand devant lui vient à passer un régiment, ça lui fait jaillir trop d'idées. Aussi décidai-je en ce qui me concernait de me surveiller désormais de très près, et puis d'apprendre à me taire scrupuleusement, à cacher mon envie de foutre le camp, à prospérer enfin, si possible et malgré tout, au service de la compagnie bordurière. Plus une minute à perdre. Le long de nos hangars, au ras des rives bourbeuses, séjournaient, sournois et permanents, des bandes de crocodiles aux aguets. Eux, genre métalliques, jouissaient de cette chaleur en délire. Les nègres aussi, semblait-il. En plein midi, on se demandait si c'était possible, toute l'agitation de ces masses besogneuses le long des quais, cette pagaille de nègres surexcités et croasseurs. Question de me dresser au numérotage des sacs, avant que je prisse la brousse, j'ai dû m'entraîner à m'asphyxier progressivement dans le hangar central de la compagnie, avec les autres commis, entre deux grandes balances, coincées au milieu de la foule alcaline des nègres en loques, pustuleux et chantants. Chacun traînait après lui son petit nuage de poussière, qu'il secouait en cadence. Les coups mats des préposés au portage s'abattaient sur ses dos magnifiques, sans éveiller de protestation ni de plainte, une passivité d'ahurie. La douleur supportée aussi simplement que l'air torride de cette fournaise poussiéreuse. Le directeur passait de temps en temps, toujours agressif,
pour s'assurer que je faisais des progrès réels dans la technique du numérotage et des pesées truquées. Il se frayait un chemin jusqu'aux balances, à travers la houle indigène, à grands coups de trique. « Bardamu, me dit-il un matin qu'il était en verve, ces nègres-là qui nous entourent, vous les voyez, n'est-ce pas? Eh bien, quand j'arrivais au petit Togo, moi, voici tantôt 30 ans, ils ne vivaient encore que de chasse, de pêche et de massacres entre tribus, ces salopards. Petit factorier à mes débuts. Je les ai vus tels que je vous parle s'en retourner après victoire dans leur village, chargés de plus de 100 paniers de viande humaine bien saignante pour s'en foutre plein la lampe. Vous m'entendez, Bardamu? Bien saignante, celle de leurs ennemis. Vous parlez d'un réveillon. Aujourd'hui, plus de victoire. Nous sommes là. Plus de tribus, plus de chichis, plus de flafla. Mais de la main-d'œuvre et des cacahuètes. Au boulot, plus de chasse, plus de fruits, des cacahuètes et du caoutchouc. Pour payer l'impôt. L'impôt pour faire venir à nous du caoutchouc et des cacahuètes encore. C'est la vie, Bardamu. Cacahuètes, cacahuètes et caoutchouc. Et puis tenez, voici justement le général Tomba qui vient de notre côté. Celui-ci venait bien en effet à notre rencontre, vieillard, croulant sous la charge énorme du soleil. Il n'était plus tout à fait militaire, le général, pas civil encore, cependant. Confident de la Pordurière, il servait de liaison entre l'administration et le commerce. Liaison indispensable, bien que ces deux éléments fussent toujours en concurrence et en état d'hostilité permanente. Mais le général Tomba manœuvrait admirablement. Il était sorti, entre autres, d'une récente sale affaire de vente de biens ennemis qu'on jugeait insoluble en haut lieu. Au début de la guerre, on lui avait fendu un peu l'oreille au général Tomba, juste ce qu'il fallait pour une disponibilité honorable, à la suite de Charleroi. Il l'avait placé aussitôt dans le service de la plus grande France, sa disponibilité. Mais cependant, Verdun passé depuis longtemps le tracassait encore. Il farfouillait des radios dans le creux de sa main. Ils tiendront, nos petits poilus. Ils tiennent. Il faisait si chaud dans le hangar et cela se passait si loin de nous, la France, qu'on dispensait le général Tomba d'en pronostiquer davantage. Enfin, on répéta tout de même en chœur, par courtoisie, et le directeur avec nous, « Ils sont admirables !» Et Tomba nous quitta sur ces mots. Le directeur, quelques instants plus tard, s'ouvrit un autre chemin violent parmi les torses pressés et disparut à son tour dans la poussière poivrée. Vieux, ardent et charbonneux, l'intensité de posséder la compagnie le consumait, cet homme. Il m'effrayait un peu. J'avais du mal à me faire à sa seule présence. Je n'aurais point cru qu'il existât au monde une carcasse humaine capable de cette tension maxima de convoitise. Il ne nous parlait presque jamais à voix haute, à mots couverts seulement. On aurait dit qu'il ne vivait, qu'il ne pensait que pour conspirer, épier, trahir passionnément. On assurait qu'il volait, truquait, escamotait à lui tout seul bien plus que tous les autres employés réunis. Pas fainéant pourtant, je l'assure, mais je le crois sans peine. Pendant que dura mon stage à Fort Gonneau, j'avais encore quelques loisirs pour me promener dans cette espèce de ville où, décidément, je ne trouvais qu'un seul endroit définitivement désirable, l'hôpital. Dès qu'on arrive quelque part, il se révèle en vous des ambitions. Moi, j'avais la vocation d'être malade, rien que malade. Chacun son genre. Je me promenais autour de ces pavillons hospitaliers et prometteurs, dolents, retirés, épargnés, et je ne les quittais qu'avec regret, eux et leur emprise d'antiseptiques. Des pelouses encadraient ce séjour, égayées de petits oiseaux furtifs et de lézards inquiets et multicolores, un genre paradis terrestre. Quant aux nègres, on se fait vite à eux, à leur lenteur hilare, à leurs gestes trop longs, au ventre débordant de leurs femmes. La nègrerie pue sa misère, ses vanités interminables, ses résignations immondes. En somme, tout comme les pauvres de chez nous, mais avec plus d'enfants encore, et moins de linge sale et moins de vin rouge autour. Quand j'avais fini d'inhaler l'hôpital, de le renifler ainsi, profondément, j'allais, suivant la foule indigène, m'immobiliser un moment devant cette sorte de pagode érigée près du fort par un traiteur pour l'amusement des rigolos érotiques de la colonie. Les blancs cossus de Fort Gonneau s'y montraient à la nuit. Ils s'y entêtaient au jeu, tout en lampant d'abondance et de plus bâillant et rotant à loisir. Pour 200 francs, on s'envoyait la belle patronne.
Leurs pantalons leur donnaient, aux rigolos, un mal inouï pour parvenir à se gratter. Leurs bretelles n'en finissaient pas.